Allez, aujourd'hui, on change de créneau et on parle de séries télé. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui fera moins de vues que d'habitude, puisque je ne vais pas parler de livres, mais de séries télé. Voilà. Pourquoi vous boudez les vidéos où je parle pas de livres? Bon allez, je vais vous faire un petit bilan des séries télé que j'ai vues en 2021. Je vais vous parler de 25 séries télé, du coup je vais aller très vite sur chaque, juste le temps de vous donner l'envie de la voir, ou pas. Voilà. Mais alors avant, surtout, n'hésitez pas à vous servir de mon pull pour faire le réglage de la balance des couleurs sur votre télé ou votre ordinateur. C'est cadeau. Alors, j'ai rangé mes séries télé par ordre alphabétique. Et là, c'est le drame. La première série dont je vais vous parler, c'est Anne with an A. Du coup, je vais pas vous en parler. Parce que je pense qu'il y a déjà 12 vidéos dans lesquelles j'en parle. Surtout, si vous n'avez pas regardé encore cette série, regardez-la! En numéro 2, je vais vous parler d'une série Netflix qui s'appelle Behind Her Eyes ou Dans ses yeux en français. C'est l'adaptation d'un livre de Sarah Binborough. Le livre s'appelle Mon amie Adèle. C'est un livre qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup tourné, que je n'ai pas lu. J'ai donc regardé la série télé et j'avoue que j'étais extrêmement mal à l'aise en regardant cette série. C'est une série psychologique très noire, très sombre et qui jusqu'au bout m'a mise mal à l'aise. Et je n'en garde pas un très bon souvenir. Mais je pense que c'est parce que ce type d'univers ne me correspond pas. Parce que si vous aimez les trucs un peu glauques, un peu sombres, un peu dérangeants, cette série peut vous plaire. Pour la série numéro 3, il s'agit de Clarisse, une série de CBS. Clarisse, comme vous l'avez peut-être deviné, ça vient de Clarice Sterling, le personnage principal du livre, j'allais dire Le Seigneur des Anneaux, pas du tout, Le Silence des Agneaux, et dans lequel, bien sûr, il y a Hannibal Lecter. Et Clarice Sterling, c'est ce personnage de flic. Donc là, on la retrouve dans la série télé. On retrouve que ce personnage-là exit tout l'autre univers du roman. Et c'est après le silence des agneaux, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment elle a reconstruit sa vie et quelle va être la première enquête qu'elle va traiter. Voilà, et sur une saison, elle va résoudre une enquête en sachant qu'elle est extrêmement fragilisée par la situation. Et parce qu'elle a vécu avec le meurtrier qui s'appelle comment dans Le Seigneur des Anneaux, dans Le Silence des Agneaux. Oh, mais c'est horrible. Il s'appelle Billy... Qu'est-ce que tu dis? Non, le tueur. Alors, il intervient, il sait pas, en fait, il sait pas que dans ce roman, ce n'est pas Hannibal Lecter le tueur. Au contraire, elle va voir Hannibal en prison pour pouvoir résoudre les crimes perpétrés par Billy... Butch Cassidy? Non, Billy... Oh bah, on va pas y rester la nuit. Je vous laisse me dire en commentaire à quel point je déraille. Voilà pour la série suivante. C'est une bonne série. Si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez l'univers de Thomas Harris, si vous aimez ce côté un peu sombre, très angoissé, ça peut vous correspondre. Alors, la série suivante est une série Netflix que j'ai adorée, c'est The Chair. Alors ça s'appelle Directrice, je crois en français, très mauvais titre. Et c'est une série où l'on retrouve Sandra Oh, qu'on a bien connue dans Grey's Anatomy. Et c'est une super série, hyper bien vue. Donc Sandra Oh se trouve être une femme qui se retrouve à la tête du département littérature d'une université de taille moyenne américaine, une université qui n'existe pas. Et elle se retrouve en prise à tout un tas de problèmes et c'est drôle. Le personnage est très sympathique. Donc elle a son père, elle a sa fille, elle est amoureuse de son collègue qui a beaucoup de problèmes et qui en plus est totalement alcoolique. Elle a des vieux collègues c'est très compliqué à gérer. Les étudiants et tout, c'est super drôle, c'est des épisodes courts. Franchement, vous pouvez y aller tranquillement. The Chair, c'est très bien. Allez, on arrive au F et la série suivante, c'est Faucon et le Soldat de l'hiver. Donc, vous allez voir que j'ai regardé toutes les séries du MCU. Et celle-ci, donc comme toutes les autres, c'est des séries proposées par Disney+.
Et donc là, on est après le retrait de Steve Rogers de Captain America et on se focalise donc sur deux personnages annexes. D'abord le soldat de l'hiver qui est joué par le même acteur que dans les films, qui est l'ancien ami de Steve Rogers, et puis le Faucon. Ce sont pas du tout des personnages principaux du MCU. La série en elle-même n'est pas hyper palpitante. Alors, si vous ne connaissez pas l'univers ou si ça vous intéresse pas, vraiment, c'est pas une série à voir. Par contre, bien évidemment, si vous êtes à fond sur le MCU, c'est indispensable parce que de tout cet enchevêtrement de films et de séries télé, tout ça fonctionne comme un univers global et que ce serait dommage de passer à côté. Après, c'est vraiment pas la meilleure série de ce qui a été produit cette année par Disney+ dans le cadre des produits Marvel. Et toujours dans les F, j'ai regardé Foundation, qui a été produit par Apple TV. Bien évidemment, cette série est adaptée des livres d'Asimov. Livre que je n'ai pas lu, mais que mon conjoint a lu, donc il a regardé la série avec moi. Donc voilà, on avait deux points de vue très différents, puisque lui connaît bien l'univers d'Asimov, avait lu les livres. Moi, j'avais un regard assez neutre, assez nouveau là-dessus. Ce qu'il en est ressorti, c'est que lui a vraiment beaucoup aimé, et moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à suivre, parce qu'on part dans tous les sens. Alors je sais que dans la construction du bouquin, c'est un peu sur des modes pas de nouvelles, mais en tout cas, les liens ne se font pas toujours. Et du coup, dans la série télé, c'était un peu compliqué à suivre. Ce que j'ai trouvé génial, par contre, c'est les acteurs qui sont topissimes. Les décors, l'esthétique et tout l'univers qui a été créé, j'ai trouvé ça vachement bien. Et j'ai trouvé très intéressant le positionnement de certains personnages et ce qu'ils vivent. Et notamment le personnage de... je veux dire Créon, mais c'est pas Créon. Créon, c'est dans la mythologie. Comment il s'appelle? Cléon. Oui, non, c'est le personnage de Cléon et pas Créon. C'est pas un hasard s'il s'appelle Cléon, à mon avis. Asimov devait connaître le personnage de Créon. Et donc Cléon, qui est donc un empereur, qui reste empereur pendant des siècles parce qu'il est cloné. Et j'ai trouvé cette idée absolument étonnante et intéressante. Voilà, donc il y a plein de bonnes choses dans cette série, mais disons qu'en termes de lisibilité, de compréhension, accrochez-vous à votre fauteuil. Mais si vous aimez cet univers-là, les fans ils vont aimer parce que ça rend vraiment justice au travail d'Asimov. H comme Hawkeye. Hop, Disney+ de nouveau, le MCU de nouveau. Hawkeye, une série tournée donc sur l'archer, sur ce personnage d'Hawkeye, et surtout sur l'arrivée d'un nouveau personnage de chez Marvel, une nouvelle archère. Elle s'appelle Kate Bishop et c'est la nouvelle Hawkeye. Elle va prendre la suite, le flambeau, et on a ce tandem qui se crée à travers une sorte de filiation, une filiation talentueuse, c'est-à-dire qu'elle est aussi bonne que lui à l'archer, et voilà, le lien se fait comme ça. L'actrice est vachement bien, vraiment intéressante. On est touché par la fragilité du personnage d'Hawkeye, l'ancien, qui tout d'un coup est sourd à force d'avoir eu trop d'explosions. C'est un des rares super-héros de chez Marvel qui n'a pas de super-pouvoir, donc il est extrêmement fragile. Donc très touchant. Il a sa femme, il a ses enfants, il est toujours un peu entre deux mondes. Ça le rend très attachant. C'est vraiment pas une bonne série, à mon sens. J'ai trouvé que c'était assez bif-bof. Mais j'ai été touchée par les personnages. Et comme je suis fan du MCU, évidemment, j'ai regardé. Voilà. Toujours dans les H, on a regardé HPI, qui veut dire Haut Potentiel Intellectuel. C'est une série qu'on a regardée en famille avec nos enfants. Et ça a été un succès incroyable. Moi, je suis déjà très amoureuse d'Audrey Fleurot. Mon mari est très amoureux d'Audrey Fleurot. Mon fils a dit « Oh, elle est jolie !» Et ma fille m'a dit « Oh, mais moi, quand je serai grande, je veux être elle. » Ouais, on est tous d'accord sur le sujet. Audrey Fleurot est parfaite. Et dans cette série franco-belge, ça ne fait pas exception à la règle. Elle est parfaite. Elle joue tellement bien ce personnage censément très intelligent, qui a très mauvais goût, qui gère mal ses enfants, et toute sa vie, tout en étant hyper attachante, hyper rigolote. Elle intègre la police de façon totalement abracadabrantesque. On n'y croit pas une seconde, et on y croit tout le temps. C'est la force d'Audrey Fleurot, c'est qu'à chaque fois, il y a votre cerveau qui vous dit « n'importe quoi », et il y a votre cœur qui vous dit « ouais, c'est bon, j'achète ». Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vue, une série courte, faites-vous plaisir, HPI. C'est ça, c'est HPI? Oui. Et on attaque les L comme Loki,
Bah oui, vous le savez, hein. En plus, j'adore l'acteur. Donc, on est encore chez Marvel, on est encore chez Disney, et on va parler de ce personnage incroyable, qui est le dieu de la malice, qui est Loki, joué par Tom Hiddleston, qui est juste magnifique comme d'habitude. C'est, à mon sens, la meilleure série du MCU de ce qui en a été fait. Alors, il y en a une autre série qui est très bien, dont je parlerai plus tard, elle arrive à la fin de l'alphabet, mais celle-ci était top. L'univers est totalement barré, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi foudingue. Euh, Ça part dans tous les sens, ça joue sur tous les modes, du dramatique au plus comique, avec du bon goût et du mauvais goût. C'est étonnant. Il y a Owen Wilson dans un petit rôle assez touchant. Et pareil, univers MCU, vous aimez? Alors celle-ci, elle est à pas louper. Et dans les L, on continue. Cette année, j'ai regardé Lupin, la série de Netflix, celle qui a fait un carton, qui a fait pumper les chiffres de Netflix, qui est une des séries qui a été les plus regardées et les plus vendues. Netflix qui aime bien faire des séries dans tous les pays et distiller comme ça. On a vu La Casa des Papel en Espagne, etc. Et là, avec Lupin, eh ben, gros carton, grosse réussite. Est-ce que pour autant c'est bon? Voilà. Je ne vais pas rentrer sur la polémique qu'il y a eu des gens qui criaient au scandale qu'un acteur noir fasse Lupin. Alors les gars, justement, il ne fait pas Lupin. Il fait un autre personnage qui s'inspire de Lupin. Alors on respire, tout va bien. Et après, je ne peux pas ne pas dire la vérité. J'ai aimé la première partie, ça a été diffusé à 2 moments. Le premier, au début, j'ai adhéré. J'ai adhéré parce que j'adore Lupin, parce que j'adore Omar Sy, parce que voilà, tout ça, ça fonctionne, tout est touchant. Il y avait une espèce d'ambiance. Et là encore, même si c'est pas toujours très bon, ça passe. Sur la deuxième partie de saison, ça commençait déjà un peu à me passer moins bien. On a été obligé de se dire que c'était quand même pas très bon. Voilà, ça n'empêche pas qu'on l'a regardé jusqu'à la fin. On passe au M et attention, on passe à une des meilleures séries de cette année, si pas la meilleure. Un petit bijou, un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas encore regardé, surtout jetez-vous sur Maid. Mais c'est quoi donc Maid? Maid, c'est une série télé de Netflix adaptée d'un livre. Je vous donne le titre parce que je ne vais pas le retenir. Alors, Maid, Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive. Donc en français, parce que mon accent a chier, à mon avis, vous n'avez rien compris. Travail difficile, toute petite paye, et en plus, mère qui doit survivre. Et c'est écrit par, j'ai pas son nom, si, Stéphanie Land. Voilà. C'est une série qui est magnifique, qui est extrêmement bien faite, qui est extrêmement bien interprétée, qui est pensée, qui nous montre toutes les failles du système américain. L'actrice principale, Margaret Qualley, qui est la fille d'Andy McDowell, d'ailleurs Andy McDowell fait sa mère dans la série, est absolument incroyable, mais incroyable. Je suis pas super fan des enfants d'eux, j'avoue que je commence à en avoir marre que tous les acteurs et actrices actuellement soient les enfants de quelqu'un, d'une célébrité. Mais là, cette actrice est dingue. Elle incarne tout. Tout se passe sur son visage, toutes les émotions, tout ce qu'elle vit. Elle est d'une beauté incroyable. C'est extrêmement touchant. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers une pub Kenzo qu'elle avait fait il y a quelques années, dans lequel c'est une danseuse à la base. Elle fait une danse contemporaine qui est absolument géniale. Donc vraiment, cette actrice est bluffante. Et on voit ce personnage principal en prise à la vie. Elle est mère, elle est mariée à un alcoolique, elle essaye de fuir. Elle ne s'en sort pas financièrement, elle est tout le temps rack. Sa mère est bipolaire et c'est une vraie catastrophe. Et elle se retrouve à faire des ménages pour survivre. C'est parfait. C'est vraiment une série qui est parfaite. Si vous ne l'avez pas vue, ça plaît à tout le monde. C'est pas comme une série du MCU ou une série d'autres choses où je vais vous dire, là, à voir. Non, là, c'est pour tout le monde. C'est une série qui est magnifique. Et toujours dans les M, et encore une série qui m'a beaucoup plu, cette fois-ci produite par HBO, il s'agit de Mare of Easttown.
qui est une série policière dans laquelle le personnage principal du flic est interprété par Kate Winslet. Et vous avez Alors on pourrait croire en thème principal une enquête policière, en sous-thème un regard posé sur la société. Moi j'ai eu l'impression que c'était le contraire, que pendant tout le temps, la caméra nous montrait la société américaine, la vie dans une petite ville, les relations entre les humains, les relations de famille, les relations de voisinage, toutes ces choses qui construisent nos vies, nos sociétés. C'est magistralement bien montré. Et pour soutenir le propos, vous avez une enquête policière. Et donc vous avez cette flic qui a la quarantaine défaite, qui a des enfants, qui a perdu son fils, qui s'occupe de son petit-fils, qui est en prise à la vie. Et une des filles qu'elle connaît, une adolescente, est tuée et elle mène l'enquête. C'est évidemment hyper bien. Est-ce que je dois vraiment vous préciser que Kate Winslet est parfaite ? Je crois que je n'ai jamais vu Kate Winslet autrement que parfaite. Donc voilà, non, c'est vraiment une super série. Si vous aimez les polars et si vous aimez avoir une attention portée aux choses de la vie et à la société américaine, allez-y. Toujours dans les M, la meilleure version de moi-même, une série Canal+, écrite, produite, réalisée et interprétée par Blanche Gardin. Oui, là, on a un pur produit de Blanche Gardin, une Blanche Gardin en roue libre, qui nous propose une série comme on n'en a jamais faite et comme on n'en connaît pas en France. Blanche Gardin se met en scène, elle est elle-même dans la série télé, sauf qu'elle joue énormément sur l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle est elle-même, elle porte son nom, elle est humoriste, donc c'est elle, et en même temps c'est jamais elle puisque c'est un personnage. Et il y a tout ce jeu, cette ambivalence en permanence. Blanche Gardin, elle y va comme dans ses spectacles, très très fort, elle va très loin, elle est très dure avec la société, très dure j'ai envie de dire avec ce qui l'intéresse le plus. Donc elle est très dure avec les féministes, elle est très dure avec la gauche, elle est très dure avec tout ce qu'il a construit elle-même. Elle balance mais d'une force et elle se moque des beaux parisiens et elle se moque des artistes. Il y a des passages d'anthologie et en même temps c'est assez difficile à regarder. Je pense que si vous n'aimez pas Blanche Gardin, il ne faut pas la regarder parce que vous allez la haïr. Moi qui l'aime beaucoup, il y a des passages où franchement elle m'a gonflé. Elle va tellement loin dans l'autodérision et à pousser le curseur des personnages. Elle est d'une intransigeance dingue, puis elle vous donne pas toutes les clés. C'est-à-dire que quand vous regardez une série comme ça, on va pas vous faire du pré-mâché. Blanche Gardin, elle lance des trucs et c'est à vous de vous débrouiller avec ça. C'est vraiment une série étonnante. En plus, les épisodes, les durées sont totalement aléatoires. Ça va de 22 minutes à 1 heure. Enfin, on sent vraiment qu'elle s'est fait plaisir. Elle a fait ce qu'elle a voulu quand elle a voulu. Une série absolument surprenante et très originale. Et pour finir les M, encore une super série. Les M nous portent bonheur. Hein. Il s'agit de la série Mixte. C'est pas une série toute nouvelle, mais moi je l'ai vue cette année. Et là encore, j'ai adoré. C'est une série française produite par Prime Video, dans laquelle on voit le moment du passage à la mixité dans les lycées. Et donc on est dans un lycée parisien, donc un lycée de garçons, et arrive quelque chose comme 11 filles. Et voilà. Et c'est absolument délicieux. C'est délicieux à tous les niveaux. C'est délicieux le rapport enseignant-élève. C'est délicieux de voir l'arrivée des filles, comment elles se comportent, comment les garçons se comportent, les relations humaines, mais juste les rapports de séduction, les problèmes avec les parents. Juste cette époque qui est merveilleuse, les années 60, on est en 63, et on a voilà la vision de ce lycée vieillot, le lycée Voltaire, avec tout ce vieux système, avec les anciens profs qui sont vraiment très très anciens dans leur tête, les nouveaux qui essayent d'être un peu novateurs. Mention spéciale pour il est quoi? Il est CPE ou proviseur? Il est CPE. Il est génial. Vraiment, je ne m'attendais pas à une force pareille dans ce personnage. Il est marié à l'infirmière du lycée. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, cette série m'a scotché par son audace, par les sujets abordés. Au premier épisode, je me suis dit, bon, c'est quoi ce CPE? Au deuxième épisode, j'ai fait, ah d'accord. Vraiment, à la fin du deuxième épisode, on prend une gifle.
Et après, vous vous dites, ah, ok, on est à ce niveau-là. Non, vraiment, une série courte, une saison, mixte, allez-y, c'est un carton. Ah, mais j'avais pas vu, on n'a pas fini les M. The Morning Show. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous mettrai, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur la saison 2. Si vous ne connaissez pas encore The Morning Show, qu'attendez-vous? C'est une série extraordinaire. Je ne vous redis pas tout. Sachez que si la saison 1 abordait MeToo, la saison 2, eh bien, aborde fort logiquement le Covid. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Les acteurs sont top. Tous les sujets, la façon dont c'est traité, c'est génial. Allez-y, précipitez-vous sur The Morning Show. Et dans les N, on a Normal People. Mais cette série, je ne vais pas vous en parler, je vous en ai déjà parlé longuement dans une autre vidéo dans laquelle je vous parlais du livre et de la série. Donc, je vous y renvoie. Et je vous la mettrai en barre d'infos. Pour la série suivante, on passe au O, On the Verge. Je pense que le meilleur de la série, c'est le titre. Quel gag! Donc, il s'agit d'une série coproduite Canal+ Netflix, une série proposée par Julie Delpy, elle-même actrice franco-américaine, et elle nous propose sa vision de l'Amérique actuellement, Los Angeles. On suit 4 amis qui ont entre 40 et 50 ans et leur vie. Honnêtement, j'y allais en mode je vais adorer, j'ai pas du tout adoré, et ça m'a très vite lassée. Donc, pas une série qui, pour moi, correspondait du moins à ce que j'attendais. Je m'attendais à tomber sur une sorte de Sex and the City plus contemporain avec des quadras qui vivent à Los Angeles et qui nous racontent leur petite vie. Et je ne sais pas, la mayonnaise n'a pas pris, c'était pas... L'humour ne m'a pas fait rire, ça tombait à plat. Je ne saurais dire ce qui ne m'a pas plu, mais c'est vraiment pas une série que j'ai kiffée. La série suivante est une série OCS. Il s'agit de Scene from a Marriage. Oh là là, l'accent, désolé. C'est une adaptation de la série télé devenue film d'Ingmar Bergman. J'étais impatiente de regarder cette série télé. Si ça vous intéresse, Elisa de la chaîne Elisa Cab l'a regardée et on a fait aussi une critique. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous ne connaissez pas encore Elisa, ce sera peut-être l'occasion de la découvrir. Ce qu'elle propose, ce sont des vidéos très construites où elle parle de livres, de podcasts, de films, de séries télé. C'est très culturel, c'est très intéressant. Et elle a moyennement aimé, là où moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que cette réappropriation de l'histoire du couple en version plus contemporaine était hyper intéressante. C'est une série qui a été produite par les 2 acteurs principaux, à savoir Oscar Isaac et Jessica Chastain. C'est seulement 5 épisodes, mais c'est des épisodes qui sont d'une densité incroyable, qui abordent plein de thématiques. Donc voilà, 5 épisodes sans rien déflorer, où on voit un mariage qui se délite jusqu'au divorce et la suite. Et c'est hyper bien joué. C'est assez hard par certains passages, il fallait, même pour les acteurs, à mon avis c'était osé, il y a beaucoup de violence, les scènes sexuelles devaient être assez dures à tourner, il donne énormément dans cette série, il y a une vraie analyse du couple et du rapport humain homme-femme. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien joué, très pertinent, et ouais, pour moi c'était une série coup de cœur. Donc voilà, si vous voulez un point de vue différent, regardez la vie d'Elisa. Mais dans tous les cas, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Toujours dans les séries qui commencent par S, Le Serpent, une série Netflix, une adaptation sur la vie réelle d'un meurtrier qui a sévi dans les années 75-76. Donc on suit son parcours de tueur avec sa femme, c'est assez dérangeant. Je peux pas dire que j'ai adoré. J'ai l'impression que toutes les séries policières que j'ai vues cette année ne m'ont pas plu. J'ai toujours trouvé ça trop, à part Mare of Easttown, mais parce que ça va beaucoup plus loin que le polar. J'ai trouvé que c'était parfois ou trop glauque ou pas ma came. Donc là encore, c'est une série qui a cartonné, je le sais, qui a beaucoup plu. Bizarrement, j'ai pas hyper aimé et voilà, je n'aurais pas grand-chose à en dire. La série suivante, toujours dans les S, a été un vrai coup de cœur. C'est une série qui n'est pas très connue, donc je suis contente de vous en parler. Il s'agit de Stage, produit par la BBC.
Mais qu'est-ce que c'est donc que cet ovni? Car c'est vraiment un ovni. Il s'agit de deux acteurs extraordinaires. Un acteur il est anglais? Non, il est écossais. Il est quoi, David Tennant? Donc David Tennant, hein, ce que je propose encore, ce que je présente encore, parce que je pense que c'est pas la première fois que je vous en parle, je l'aime énormément. Et qui est avec Michael Sheen, un acteur gallois, et que vous connaissez, que vous avez vu dans plein de films ou de séries télé, même si son nom est un petit peu moins connu. Et ils nous proposent une série pendant le confinement, et ils se filment, mais par visioconférence. En fait, ils se parlent tout le temps par visioconférence. Ils sont chacun chez eux, avec leurs vraies épouses, leur vraie vie, leur vraie maison, et ils passent leur temps à essayer d'être amis parce qu'ils sont amis, tout en s'envoyant des tripotées de vannes à la figure. Vous suivez leurs échanges. Ils sont censés s'entraîner pour monter une pièce de Pirandello. C'est une catastrophe, c'est drôlissime. Les échanges sont percutants. Ces deux acteurs en roue libre qui se font plaisir. Mais j'ai ri sur cette série, mais vraiment, je peux même pas vous décrire parce que c'est vraiment un ovni. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai ri! C'est vraiment une série à voir parce que c'est unique en son genre, parce que c'est un instant, on est en situation inédite de confinement pendant le début de l'épidémie de Covid, et eux, ils se disent « Ah mais de ça, on va faire un truc !» Et ils nous proposent un produit qui est génial. Donc si vous arrivez à vous procurer cette série, à la voir, allez dans vos médiathèques, je sais pas où, trouvez-la, c'est absolument délicieux. Et on passe au thé avec une série que j'adore, Ted Lasso. Est-ce que vous avez vu Ted Lasso? Si vous n'avez pas vu Ted Lasso, précipitez-vous. C'est quoi Ted Lasso? C'est Jason Sudeikis qui joue un entraîneur de football américain qui est recruté par une équipe de foot londonienne et qui déboule donc aux États-Unis avec son comparse, son acolyte avec qui il a l'habitude d'entraîner une équipe, et qui se retrouve à devoir entraîner ce qu'ils appellent eux du soccer, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous du football, sauf qu'il ne connaît pas les règles, qu'il arrive dans une ville où il ne connaît rien, et il est absolument extraordinaire. Il est d'une candeur, d'une naïveté, d'une gentillesse. C'est un des personnages les plus merveilleux et les plus attachants que j'ai jamais vus, et il arrive à apporter tellement de bonheur et de beauté dans ce monde. Et il insuffle à cette équipe, je sais pas, c'est trop beau, c'est Candide chez les footeux, c'est génial. Mention spéciale à un des acteurs qui interprète un joueur de foot qui petit à petit va sortir de l'équipe pour avoir un rôle plus entraîneur, etc. Qui est une espèce de type un peu acariâtre, qui jure tout le temps, mais vraiment, hein, qui jure tout le temps. Et moi, à la fin, je crois que j'ai vu 2 ou 3 saisons, je crois, à la fin, j'étais amoureuse de lui. Mais vraiment. Comment moi, qui déteste le foot, et qui n'aime pas particulièrement un type ordurier comme ça, mais j'étais séduite. Mais il est drôle, il est génial. Et Ted Lasso, mais c'est phénoménal. Si vous n'avez pas encore vu Ted Lasso, précipitez-vous. Ça fait partie de ces séries qui durent 30 minutes, le format Friends, comme je l'appelle. Vraiment, allez-y, c'est plein de bonheur, c'est drôle, c'est plein de bons sentiments, c'est génial, il y a plein de petits trucs très originaux. Foncez. On aime Ted Lasso. On attaque les W. Les W, j'en ai 3. Et on commence avec WandaVision, la dernière des séries du MCU, donc produite par Disney+, dans laquelle vous avez le personnage de Vision et le personnage de Wanda. Donc voilà, 2 personnages directement tirés de l'univers Marvel, qu'on a déjà vu dans les films, et qui là nous propose une série extrêmement originale, avec une tonalité comme on l'avait jamais vue, où dans chaque épisode, vous avez une évolution en termes esthétiques et techniques. Vous démarrez en noir et blanc, puis après vous avez une ambiance un peu à la sorcière bien-aimée. Vous voyez, à chaque épisode est différent, et nous amène quelque part, on ne comprend pas très bien où on va, c'est subtil, c'est bien fait. Les acteurs sont très attachants. C'est une très bonne série du MCU. Et j'ai dit une bêtise juste avant en disant que c'était la dernière série du MCU. Pas du tout. Dans les W, j'ai aussi regardé What If, qui est une série animée
qui imagine dans chaque épisode qu'est-ce qui aurait pu se passer si, je ne sais pas, Captain America était noir, si ou Captain America n'avait pas eu le sérum, mais en fait c'était quelqu'un d'autre, ou si en fait il se passait ceci et du coup ça déclenche, voilà. Et chaque épisode nous raconte une histoire totalement à part de ce qui aurait pu se passer si, au début, il s'était passé ceci ou cela. C'est très sympa à regarder, c'est plein d'imagination, c'est pas transcendant, mais j'ai beaucoup aimé. 24e série, on a quasiment fini, on est encore sur du W. Why Women Kill, une série de Marc Cherry que j'ai adorée. Alors Marc Cherry, vous le connaissez, hein, s'il y a dans la salle des amateurs de Desperate Housewives, eh bien regardez cette série, elle est faite pour vous. Alors c'est une série où chaque saison est totalement indépendante de la précédente. Pour l'instant, il y en a 2. Sur la série 1, on a 3 femmes qui vivent à 3 époques différentes. Leur point commun, c'est qu'elles vivent dans la même maison. En 63, vous avez un personnage féminin interprété par Jennifer Goodwin, que l'on connaît puisqu'elle faisait Blanche-Neige dans Once Upon a Time. Et nous avons sa vie dans les années 60 de femme au foyer qui chouchoute son mari, qui fait tout à la maison, qui lui attend avec les chaussures à la main. Et voilà, c'est... Je ne vous raconte pas ce qui lui arrive, elle est extrêmement touchante. Dans les années 80, vous avez un autre personnage féminin qui est incarné par Lucy Liu, qui a été mon époque préférée et mon personnage féminin préféré des 3. Bah, tout simplement parce que années 80. Années 80, la décoration de la maison, les looks, les fringues, les bijoux, les coiffures. Alors là, ça a été un festival. Vraiment, si vous aimez cette époque, regardez cette série, vous allez vous faire plaisir aux yeux. Et puis elle est très touchante avec son mari qui s'avère être homosexuel, il y a une question de sida, etc. Donc on aborde les sujets importants des années 80, c'est hyper bien fait. Et vous avez le troisième personnage féminin qui est totalement contemporain et qui est mariée, qui est très heureuse, une avocate à qui tout réussit. Et il y a un grain de sable, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 femmes? Elles vont se retrouver en position d'avoir envie ou besoin de tuer quelqu'un. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant. Quand on commence la série, on sait que ces 3 femmes, c'est le titre, vont tuer. Mais qui? Comment? Pourquoi? Et avec cette alternance entre les 3 époques, 3 personnages féminins très touchants, c'est vachement bien. Moi, je l'ai vraiment binge-watché. Et ensuite, vous avez l'arrivée de la saison 2. Et la saison 2 est très différente. Vous avez cette fois-ci une seule femme et une seule époque. Cette fois-ci, on est en 1949. Vous avez une femme qui est heureuse en mariage, mais qui a très envie de s'émanciper, qui a très envie d'être en vue, qui voudrait être plus reconnue par les très 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 belles femmes de sa ville qui ont un club très fermé et qui voudraient l'intégrer. Et bien sûr, des circonstances... Alors cette saison-là, c'est totalement Desperate Housewives. Elle tue quelqu'un par erreur, on enterre le cadavre, et alors là, s'ensuit tout un tas d'aventures. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Dans le rôle de la grande méchante, vous avez Lana Parrilla, qu'on a vu aussi dans Once Upon a Time, puisqu'elle faisait la méchante reine. Donc une actrice qu'on aime beaucoup. C'est hyper drôle, hyper intéressant. Moi, j'ai préféré la saison 1, mais si vous avez aimé, que vous adorez, que vous êtes fan de Desperate Housewives, la saison 2 est plus proche de cet univers-là. Petite anecdote rigolote, dans la saison 1, vous avez un personnage féminin qui est incarné par Alexandra Daddario. Et dans la saison 2, vous avez un personnage masculin qui est interprété par Matthew Daddario, qui est son frère. Voilà, et ils sont tous les deux tellement beaux. Je vous laisse regarder. Mais en tout cas, vraiment, si vous aimez toute cette ambiance petite ville, machin, cancan et meurtre à la noix, allez-y. La 25e série, c'est pas un W, je ne l'ai pas mis dans l'ordre alphabétique parce que c'est pas une série nouvelle. Mais j'ai regardé la saison 3 cette année. Il s'agit de Sex Education. Je pense que vous la connaissez tous, mais au cas où, si parmi vous, par hasard, il y a encore quelqu'un qui n'a pas vu cette série, allez-y. C'est tellement bien, tellement original, tellement bien joué, tellement novateur, surtout la saison 1, tellement tout. J'ai adoré le personnage principal, son meilleur pote. C'est un des personnages que j'ai trouvé le plus intéressant dans toutes les séries que j'ai vues de tout l'univers du monde entier. Et la mère, Gillian Anderson.
dont j'ai su récemment qu'elle avait écrit un livre, Gillian Anderson, mais je l'adore. Donc voilà, donc bon, allez, on termine là-dessus. Si vous n'avez pas vu cette série, allez-y, foncez. Voilà, j'en ai fini. Ouf, hein, si vous êtes restés jusque-là, vous êtes des champions et je vous en remercie. Comme d'habitude, vous allez me faire plaisir, vous allez liker. Hein. Vous allez commenter, vous allez pouvoir relever toutes les âneries que j'ai dites parce que je suis sûre que j'en ai dit plein. Surtout qu'il y a mon mari qui m'a saoulée à tout le temps bouger les figurines derrière. Donc pour ceux qui ont envie de revoir la vidéo, si vous la regardez, vous verrez que les petits bonhommes derrière, ils bougent tout le temps. Hein, voilà, merci qui. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et promis, la semaine prochaine, on parle de livres. Bisous, ciao. Tu m'énerves. Et si David Tennant veut m'épouser, je suis d'accord. Oh, il a disparu. Il est mort. De toute façon, c'est toujours le méchant qui gagne.